Bienvenue sur la TFM et bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui Monsieur Maître, je voudrais dire, Sidiki Kaba. Il n'est pas présenté, vous le connaissez, Maître Sidiki Kaba est un avocat international, avocat à la Cour au Sénégal et ensuite ancien président de la Fédération internationale des droits de l'homme, président d'honneur de cette institution aujourd'hui. Mais Sidiki Kaba est aussi le président du CARPEC. CARPEC, c'est le Centre africain pour la résolution des conflits. Au moment où pouvait être assez choisi pour avoir Maître Sidiki Kaba sur ce plateau de la TFM. Maître, on parle beaucoup de la crise malienne ces temps-ci. Le Mali est pratiquement occupé au nord par Ansardine et les Touaregs et ensuite les MNLA. Aujourd'hui, normalement, le Conseil de sécurité ce 13 juin devait saisir le Mali et avec aussi la CEDEAO devait saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la mise en place d'une force d'interposition. Comment analysez-vous cette crise malienne? Bon, c'est une grave crise parce que c'est la première fois dans l'histoire politique de ces pays, aussi longtemps qu'on remonte dans le temps, et particulièrement dans les 50 dernières années, donc depuis l'indépendance, depuis 1960, que le nord du pays est occupé par des forces de plusieurs natures, des forces d'AQMI, le mouvement aussi de libération, donc comment s'appelle le mouvement et les MNLA, donc l'Azawad, et ensuite maintenant un autre mouvement que l'on appelle Ansardine. Et on pense même aussi que Boko Haram serait présent dans cette partie du nord. Ce qui voudrait dire que le Mali voit les 2/3 de son territoire qui est entre les mains d'occupants. Et il y a eu toujours dans cette région des insurrections, des mouvements armés, et les différents présidents ont eu à faire face à ces mouvements. Mais jamais il n'y a eu une telle occupation de cette zone, particulièrement la région de Kidal, de Tombouctou et celle de Gao. Ce qui voudrait dire que l'implication de la communauté internationale est d'une grande nécessité parce qu'il y a une vraie menace sur la paix et la sécurité internationale. Et dans ce cadre-là, le Conseil de sécurité est compétent, lorsqu'il y a de telles menaces, sur la base du chapitre 7, de prendre un certain nombre de dispositions. Je pense que la CEDEAO a eu raison de le faire à l'heure actuelle. Et même s'il y a des réticences au niveau du Mali, même si certains groupes politiques estiment qu'il appartient aux Maliens de prendre une telle décision. Mais ce qui se passe au Mali dépasse le Mali, parce que c'est la sous-région, mais c'est également jusqu'à l'Afrique centrale, le Tchad, bien évidemment aussi la Centrafrique, en tenant compte de la sous-région, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, jusqu'au nord du Togo. Alors donc, c'est une crise qui a une dimension à la fois politique, parce que nous en sommes arrivés là, parce qu'il y a eu un coup d'État que nous condamnons fermement et vigoureusement. On ne peut plus accepter que l'Afrique retourne au pouvoir kaki et que des militaires s'insurgent, alors de façon intempestive, dans la vie politique pour mettre un terme au processus démocratique, lesquels peuvent uniquement conférer une onction par le biais du suffrage universel à nos dirigeants. Mais on a l'impression que c'est des condamnations juste de principe, parce que souvent les militaires, on les condamne, ils sont sanctionnés, les avoirs sont gérés, mais le pouvoir continue à s'installer. Aujourd'hui, la réalité du pouvoir au Mali, c'est les militaires qui la détiennent aujourd'hui. Effectivement, on a pu voir que le capitaine Sanogo, qui avait dit qu'il partait lorsqu'il y a eu les accords du 6 avril, alors on l'a vu revenir à la suite des menaces qu'il avait faites lorsqu'il a dit que l'interprétation de la Constitution signifiait que la transition devait durer 40 jours. Et lorsqu'il y a eu des négociations, il avait dit que l'armée s'est retirée. Et on lui a même donné le statut d'ancien chef d'État. Ce que nous condamnons et que nous n'approuvons pas. Mais malgré tout ça, tout se passe à Kati. Et c'est à Kati que le Mali est dirigé, c'est à Kati que les décisions sont prises. Et il y a quelque chose de très contradictoire dans la position du président autoproclamé Sanogo, qui dit que les raisons profondes de ce coup d'État, c'est la situation de l'armée, qui dans son dénuement ne peut pas faire face à la situation et que l'armée doit se battre pour recouvrer l'intégrité territoriale. Mais alors,
il n'y a pas à rester dans les casernes. C'est sur le champ d'honneur, le champ de bataille qu'il faut aller aujourd'hui pour essayer de recouvrer cette intégrité territoriale. Mais ils ont dénoncé, le capitaine Sanogo, le manque d'armement pour l'armée malienne. Le fait qu'aujourd'hui, que le pouvoir central qui était sur place avait une hiérarchie qui était corrompue et que des militaires mouraient au front sans qu'ils aient les moyens de défendre le territoire. Là aussi, on ne peut pas absoudre l'ancien régime qui redit, par exemple, prendre toutes les dispositions au regard des menaces qui pèsent, parce que ce n'est pas nouveau. Et gouverner, c'est prévoir. Que ce qui se passe au nord est quelque chose qui est récurrent. C'est des crises répétitives. Et il y a eu par moments ce qu'on appelle la paix. Et on a brûlé les armes. On s'est dit que alors, les flammes de la paix se sont éteintes. Parce qu'il y a eu une paix entre les belligérants et l'État central. Mais préparer la paix, c'est aussi préparer la guerre. Et cela ne semble pas avoir été fait. C'est ce qui explique que l'armée malienne se trouve dans un état de dénuement et que, donc, lorsqu'il y a eu cette attaque-là, alors l'armée ne pouvait pas réagir. Mais rappelons-nous que c'est pendant la période du coup d'État, donc du 22 mars, et donc à moins de 10 jours, du 22 mars pratiquement à fin mars, que pratiquement toute cette partie du Mali a été occupée. Et il faudrait dire que nous condamnons vigoureusement cette occupation du territoire et que la République d'Azawad ne saurait exister parce que c'est contre tous les principes des Nations Unies qui récusent les déclarations unilatérales d'indépendance, et c'est aussi tout simplement quelque chose qui risque de faire tache d'huile, une jurisprudence qui va mettre alors nos États dans une situation de déstabilisation profonde. Justement, on a parlé tantôt de la présence de Pakistanais au nord du Mali, d'Afghans qui viennent combattre, de l'AQMI avec des chefs qui sont aguerris, qui sont venus prêter main forte à ceux qui occupent le Mali. On parle de Boko Haram là-bas, mais est-ce que c'est un danger pour le Sénégal aujourd'hui? Parce que quand même, la frontière entre le Sénégal et le Mali, elle est très étanche. Oui, c'est un danger pour l'ensemble de la sous-région et particulièrement pour le Sénégal. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une crise à triple dimension. La crise politique par le coup d'État qu'il y a eu, la crise militaire, parce qu'aujourd'hui, c'est des hommes armés qui ont pris le nord du Mali et qui sont aussi secondés et en même temps aidés et soutenus par d'autres forces qui viennent d'ailleurs, et notamment l'Afghanistan et le Pakistan, on l'a dit, mais ceux de Boko Haram qui quittent le Nigeria, qui tous ensemble se sont rencontrés au Mali, dont on veut faire un laboratoire pour la transformation politique de ces pays en un État islamique. Si le coup est réussi, évidemment, il y aura des conséquences sur l'ensemble de ces pays, parce que l'ordre islamique est un ordre de répression. C'est un ordre qui essentiellement va à l'encontre des droits de la femme, alors parce qu'il s'agit de violer ses droits, mais en même temps aussi c'est imposé l'ordre des barbus et une société de négation des libertés. Et cela est excessivement grave. C'est la raison pour laquelle il me semble être très important de dire que cette crise dépasse complètement le cadre malien, avec aujourd'hui l'international islamiste, des forces qui viennent de partout et qui viennent essentiellement soutenir ceux qui sont sur place pour réussir ce projet de transformation islamique. Il faut aussi une réaction de la communauté, parce que la crise n'est pas seulement politique, elle est aussi une conjonction de tous les terroristes qui veulent donc donner libre cours à leurs activités privilégiées, qui est de terroriser les populations, mais elle est aussi sanitaire et humanitaire, parce que les populations sont dans un état de détresse humanitaire, de détresse alimentaire, de détresse sécuritaire, qui nécessite que tous se mobilisent, et particulièrement la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité, qui a compétence pour agir pour que cette situation puisse cesser. Est-ce que la solution, c'est l'intervention militaire au Mali aujourd'hui? Elle est difficile. D'abord, il s'agit d'une zone qui est très vaste. Et le Sahara, la zone sahélo-saharienne, est déjà une zone qui, pendant fort longtemps, est occupée par des hommes et des femmes, les Touaregs, les Tamasheks, donc les minorités arabes et les Sonraï, qui, sur cette partie, ont toujours eu des velléités d'indépendance qui est en mesure de l'étendue de ce vaste territoire et qui était en face d'eux, de sable qui était en face d'eux. Alors, pour pouvoir y agir,
Et la communauté internationale, en y envoyant des hommes, il faut des hommes qui connaissent le terrain. Et ils le connaissent beaucoup plus qu'eux. Je pense que l'action militaire n'est pas une action qu'il faudrait alors refuser, mais il faudrait la faire en se donnant toutes les garanties d'une réussite de cette action. C'est-à-dire qu'il faut la combiner avec l'armée malienne. D'abord, fondamentalement, cette armée malienne qui doit être le socle de cette intervention, parce qu'il y a des hommes et des femmes aguerris qui sont de ce milieu, qui sont de cette partie du nord du Mali, qui font partie de cette armée-là, et dont l'un des chefs est réfugié alors, dans les pays avoisinants, et qui sont prêts à venir pour se battre. Je pense qu'il faut d'autres forces qui viennent apporter leur concours à ces forces pour agir. Mais évidemment, lorsque toutes les ficelles de la diplomatie auront échoué, et qu'il n'y a aucune solution diplomatique qui soit envisageable, c'est-à-dire qui aurait empêché, qui aurait demandé par exemple avec les différentes parties qui sont en cause de trouver peut-être des solutions d'autonomie, mais pas des solutions d'indépendance. Mais ce qui est certain, l'option militaire doit être sur la table, elle ne doit pas être écartée, mais pour la mettre en œuvre, elle sollicite, il faut évidemment beaucoup de précautions de manière à ne pas échouer. Est-ce qu'ils sont aussi privilégiés l'option fédérale? Comme ils l'ont dit, plus d'autonomie au Nord Mali, parce que aussi c'est des populations qui ont toujours revendiqué leur indépendance, entre guillemets, mais qui se sentaient un peu délaissées par le pouvoir central, même si beaucoup estiment qu'aussi que Amadou Toumani Touré, en étant au pouvoir, a beaucoup aussi investi dans cette zone. Oui, parce qu'en fait, ne nous voilons pas la face. Cette crise est à la fois une crise politique, mais une crise sociale et économique. Les gens du Nord ont toujours estimé que leurs droits, les économies sociales et culturelles ont été bafouées pendant aussi longtemps que possible. Et ils ont eu souvent, à travers certaines actions, et même armés, ils ont eu à se rappeler au bon souvenir du pouvoir central pour qu'il y ait une solution à leurs problèmes. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faudrait tenir compte de cela et que c'est dans le cadre de négociations politiques sérieuses entre les différentes parties que l'on peut aboutir vers des solutions qui pourraient peut-être du type d'une décentralisation poussée, d'une fédération, mais ça, il appartiendra aux Maliens d'inventer cette formule-là. Mais pour y arriver, il y a un problème très important qu'il faut résoudre. D'abord, au niveau de Bamako, c'est la résolution de la crise politique et faire en sorte qu'il y ait une légitimité de ceux qui dirigent. Et cette légitimité, pour le moment, paraît être tout simplement le choix qui a été fait qui porte sur Djonkunda Traoré. Mais contesté, hein? Contesté, bien évidemment, mais qui est le choix que l'on appelle, qui résulte de l'ordre constitutionnel. Parce que tout autre choix relèverait, en tout cas, si c'est des militaires, eh bien, c'est une incursion par la force, et donc une imposition par la force. Mais aujourd'hui, la transition au Mali propose que les militaires forment un comité qui va accompagner la transition. Est-ce que ce n'est pas toujours les militaires qui sont là en train de surveiller le pouvoir central? Effectivement, et ils ont la réalité du pouvoir, parce que tout le monde va aller à Kati. Alors, pour demander s'il faut avancer ou ne pas avancer. Ce qui voudrait dire que tant que aussi les politiques alors sont débordés et sont sous contrôle et qui sont dominés par des hommes en armes, nous dirons que la transition reste une transition qui est entre les mains des militaires qui n'ont en réalité jamais quitté la scène. Oui, mais au-delà de la crise malienne, de ce qui se passe là-bas en tant que tel, il y a tout un trafic qui tourne autour de cette crise. On a vu dans la sous-région ouest-africaine, on parle de zone de transit, où l'Afrique de l'Ouest est devenue pratiquement une zone où la drogue circule. Si on quitte la Guinée-Bissau en passant par la Casamance jusqu'au Nord Mali, peut-être jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui. Les groupes islamistes en profitent avec cette crise pour justement faire des trafics. C'est cela. Nous assistons au développement de ce que j'appelle le crime transfrontalier. Et vous savez que ce crime prend sa source principalement dans les pays d'Amérique latine, notamment de la Colombie, qui est un des pays réputés, pays fournisseurs de drogue, non seulement pour l'Europe, et pour aussi les États-Unis. Et aujourd'hui, pour atteindre l'Europe et pour atteindre les États-Unis, ils ont trouvé un maillon faible, c'est la Guinée-Bissau. Et nos côtes, nous n'avons pas la possibilité de surveiller nos côtes sur le plan terrestre, sur le plan maritime, et des côtes qui sont étendues. Et l'on voit des avions atterrir, on l'a vu, c'est arrivé dans le Sahara, donc au Mali. Et en Guinée-Bissau, c'est récurrent, qui viennent et qui trouvent des moyens pour essayer donc, de transporter cette drogue vers l'Amérique latine et vers l'Europe. Mais des études révèlent aujourd'hui
qu'un tiers de ces drogues, alors